District d'Abidjan, une maman accouche de 4 bébés, une deuxième grossesse après 23 ans. Elle est prise en charge par le ministère de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Enfin, 20 mars 2003, lancement d'une opération militaire américaine en Irak. Objectif, lutter contre l'organisation terroriste Al-Qaïda et instaurer la démocratie dans le pays. Bienvenue, madame, monsieur, bonsoir. 4 bébés nés d'un seul accouchement. Cette extraordinaire naissance a eu lieu hier dans un hôpital privé du district d'Abidjan. Fanta Diallo, déjà mère d'une fille en 1995, a eu 4 garçons nés. Ils sont pris en charge par le ministère de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Enfin, le point avec nous Sangaré et Doigt de Laser. Le bonheur est à son comble dans la clinique. 4 bébés, des garçons. Après 23 ans d'infertilité, Fanta renoue avec la joie de l'enfantement. Et le plus heureux est son mari. J'ai une fille qui a 23 ans. On a passé par tous les moyens pour avoir l'enfant. On n'a pas trouvé. Mais j'ai toujours dit à ma femme, on n'a qu'à prier. C'est Dieu qui donne. Dieu merci. Un jour, elle a eu parlé comme ça, on est parti à l'hôpital. Le docteur a dit qu'elle est enceinte. Vraiment, on était dépassés. Dieu merci. J'encourage mes frères qui n'ont pas d'enfants encore. Ils n'ont qu'à prendre la patience. Dieu va les donner aussi. La naissance de ces quadruplés a été possible grâce à la prise en charge médicale du gouvernement à travers le ministère de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Une prise en charge évaluée à plus de 16 millions de francs CFA. Heureuse du bon déroulement de l'accouchement, la ministre Mariatou Kone s'est rendue à l'hôpital avec les bras chargés de cadeaux. C'est une famille démunie qui s'est orientée dans un centre hospitalier universitaire. Et puis, au vu des menaces pour la vie de la maman, menaces pour la vie des enfants, ils ont été référencés dans cette structure où nous sommes et il fallait payer les frais. Et les parents n'avaient pas les moyens de payer les frais. C'est un sentiment de joie parce qu'on a fait d'une pierre deux coups. On a sauvé la maman, on a sauvé 4 enfants. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a instruits par rapport aux droits des femmes. Aucune femme ne doit perdre la vie en donnant la vie. C'est un accouchement assez complexe pour lequel on a dû réunir une grande équipe, une équipe multidisciplinaire, parce que ce n'est pas évident d'accueillir en même temps 4 prématurés qu'il faut manager, qu'il faut monitorer immédiatement, l'un après l'autre. Pour l'heure, les bébés sont placés en couveuse et pourront sortir dans les 3 prochaines semaines. Une naissance exceptionnelle également à Mans, dans la région du Tongpi. Une jeune femme a accouché récemment de jumelles siamoises. C'était au centre hospitalier régional. Les explications de Eve Boué. Des bébés siamois à Mans. C'est la première fois que le CHR, le centre hospitalier régional de Mans, enregistre ce type de naissance. 2 sœurs jumelles siamoises sont nées ce lundi 19 mars en fin d'après-midi. Pesant 5 kg 100, elles partagent l'abdomen. Elles ont 3 jambes, un fait d'une extrême rareté. C'est des grossesses gemellaires monocoquiales, monoamniotiques. C'est-à-dire que les enfants naissent et appartiennent à une seule poche. Voilà. Donc au cours du développement, il peut y avoir accolement. Ou bien depuis au stade de la division de l'œuf, la division peut se faire très mal. Le CHR, le centre hospitalier régional de Mans, a pris les choses en main. Quand on apprend que cette dame n'a même pas fait de CPN, de consultation prénatale, même pas une consultation prénatale, elle n'a même pas fait une échographie. Et nous sommes devant un cas, on ne peut pas reculer. On voit la prise en charge se fait. Les enfants seront conduits à Abidjan pour une meilleure prise en charge là-bas. Le père des 2 sœurs jumelles siamoises appelle à l'aide. Donc il demande à des gens de m'aider pour soigner l'enfant. Sinon vraiment, moi, je ne sais pas quoi faire. Les 2 sœurs jumelles siamoises ont été conduites à Abidjan pour un meilleur suivi. Le Niger interdit à ses ministres et députés de se faire soigner à l'étranger, sauf absolue nécessité. Cette mesure a été annoncée récemment à la télévision publique par le ministre de la Santé, Idi Iliassou. Il s'agit de réduire de manière significative les coûts de santé du gouvernement et parlement nigérien.
La guerre civile fait rage en Centrafrique. Plus d'1 millier de pêcheurs se sont installés depuis décembre dernier sur les îles du fleuve Ubangi. Ils habitaient 300 km en amont avant que les violences des milices anti-Balaka ne les forcent à partir. Comme chaque jour, Mathias s'installe sur sa pirogue pour arpenter le fleuve Ubangi à la recherche de poissons. Mais depuis décembre, il ne pêche plus dans la zone qu'il connaissait. Il a dû fuir à Bagobolong 2, 300 km en aval du fleuve, pour éviter les harcèlements des anti-Balaka, une milice de la sous-préfecture de Satéma, dirigée par un certain Joseph Korogo. Comme lui, ils sont près de 500 à s'être installés dans des huttes de fortune, sur les îlots qui font face au village. Ces petits-là. Ce qui m'a énervé, c'est que cet homme, Korogo, a détruit l'école et l'hôpital. Lui, le Korogo, s'il voit une pirogue en train de passer, il envoie ses hommes pour ramasser tout ce qu'il y a dans la pirogue. Lui, quand tu passes dans le village, il te prend de force pour te vacciner avec des lames de rasoir. Et si tu refuses, il te brime. Vaccination, un terme qui désigne une cérémonie faite de scarification au rasoir et d'inhalation de chanvre, censé rendre le sujet imperméable aux balles. Les anti-Balaka de la zone où habitait Mathias forcent les pêcheurs à s'y soumettre dans l'espoir de recruter de nouveaux combattants. Cet homme en porte toujours les stigmates. Enlevé sur sa pirogue, il a été ligoté, vacciné pendant 3 heures, racketté et tabassé, avant de s'enfuir. François Kokayeke est le chef du village de Bagobolong 2. Avec son association de pêcheurs, il tente de l'aider, lui et les autres. Il leur a distribué des filets de pêche inutilisés. Mais la cohabitation n'est pas toujours facile. La pêche est devenue moins bonne à cause de l'inflation du nombre de pêcheurs. Comme les pêcheurs n'arrivent pas à avoir de gros poissons, ils ramassent les petits poissons, ce qui diminue les réserves. Pour continuer de gagner sa vie, malgré l'épuisement des réserves de poissons, Mathias n'a qu'un recours, lancer son filet, encore et encore, en attendant de pouvoir rentrer chez lui. En France, les ennuis judiciaires de Nicolas Sarkozy, l'ex-président français, a été placé en garde à vue aujourd'hui dans le cadre de l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Restons en France pour découvrir une maison de retraite pour handicapés mentaux. L'établissement Loup-Sigalou est situé dans le sud-est du pays. Nouria souffre depuis toujours d'un retard mental. Depuis janvier, elle compte parmi les plus jeunes pensionnaires de cette maison de retraite des Alpes de Haute-Provence. Loup-Sigalou compte parmi les rares établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les fameux EHPAD, à accueillir aussi des personnes atteintes de troubles mentaux. Malgré la différence d'âge avec les autres résidents, la cohabitation fonctionne parfaitement. On chante avec eux, on fait de la gym. Oh, c'est formidable quand on chante. Et ils chantent avec nous, les chansons qui connaissent de leur vieux temps. Parce qu'avant de venir ici, j'étais à la Ciotat. Oh, c'était dur, hein. Les portes étaient enfermées à la clé, on ne pouvait pas sortir. Comme là, c'est ouvert. Et là-bas, la Ciotat, c'était fermé. Nouria fabriquait auparavant des fromages dans un centre d'aide par le travail. C'est beau ce qu'elle a fait. Jusqu'à ce que travailler lui devienne impossible. Pour cette infirmière, peu de personnes s'intéressent au sort des handicapés lorsqu'ils perdent leurs parents et vieillissent à leur tour. Des fois, on les mettait dans un coin du CAT en disant bon, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Mais on ne veut pas non plus les mettre. Il n'y a pas d'autre place. Donc comment on fait? Alors, quelquefois, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui partaient aussi en hôpital psychiatrique aussi. Donc, ce qui n'était pas non plus leur lieu, quoi, en fait. Ils vieillissent plus rapidement et donc forcément, ils ne pouvaient pas attendre l'âge de la retraite pour pouvoir aller en maison de retraite, en fait. Cette maison de retraite est la seule de la région PACA à accueillir des personnes handicapées. Pourtant, pas de liste d'attente interminable. Seuls 8 lits sur 10 sont occupés. L'idée fait son chemin, mais le dispositif reste méconnu. Jusqu'à il y a encore assez peu de temps, il y avait assez peu de personnes handicapées qui vieillissaient autant. Mais elles bénéficient comme tout le monde des progrès de la science et de la médecine. Donc aujourd'hui, il y en a davantage et le besoin se fait sentir de libérer des places dans les structures où elles sont accueillies jusqu'alors. Et c'est ce besoin qui fait qu'on commence à se poser la question de savoir où les orienter et que l'on mesure qu'il y a assez peu de débouchés aujourd'hui. Le développement de ce type de structure risque d'être difficile dans un contexte de crise.
Cette semaine encore, les personnels des EHPAD manifestaient pour dénoncer le manque d'effectifs et réclamer des moyens supplémentaires. À 20 mars 2003, les autorités américaines lancent une attaque contre l'Irak sous le slogan de lutte contre l'organisation terroriste Al-Qaïda. Washington n'aura de cesse de convaincre ses alliés que le dirigeant irakien Saddam Hussein détient des armes de destruction massive. Les explications de Ami Koulibaly. Le 20 mars 2003, l'armée américaine intervient en Irak. George W. Bush et son gouvernement n'auront de cesse de convaincre leurs alliés que Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive. L'intervention se solda par plusieurs centaines de milliers de morts. Saddam Hussein était-il impliqué dans les attentats du World Trade Center? C'est la question posée dès le lendemain des attaques par George W. Bush à ses subordonnés. Un rapport des services de celle qui est alors conseillère pour les questions de sécurité, Condoleezza Rice, assure que non. Il n'y a aucun lien entre l'Irak et Al-Qaïda. N'empêche, les spéculations vont bon train. James Woolsey, qui dirige alors la CIA, évoque un mariage très fructueux entre Saddam Hussein et Ben Laden. En 2002, le vice-président américain entreprend une tournée diplomatique où il affirme que Saddam développe des armes de destruction massive. Il rencontre notamment le premier ministre britannique Tony Blair, qui adhère à cette thèse et présente quelques mois plus tard un rapport de 55 pages démontrant que l'Irak développe non seulement des armes chimiques et bactériologiques, mais aussi des armes nucléaires qui pourraient être opérationnelles d'ici 1 à 5 ans. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, des inspecteurs de l'ONU indiquent pourtant n'avoir trouvé aucune preuve de ces allégations. La France de Jacques Chirac appelle à la prudence. Le 5 février 2003, Colin Powell, alors secrétaire d'État, tente de convaincre le Conseil de sécurité des Nations de la légitimité d'une intervention militaire. Il s'appuie sur des photos satellitaires, des écoutes téléphoniques et agite une fiole supposée contenir de l'anthrax. Il explique que chacune des déclarations qu'il fait aujourd'hui s'appuie sur des sources solides. Le 20 mars 2003, malgré l'hostilité de la France, de la Russie et de la Chine, Washington décide de lancer l'opération Irak Freedom sans l'aval du Conseil de sécurité. Une guerre éclair qui aboutit en quelques jours à la chute du régime de Saddam Hussein, mais plongera durablement l'Irak dans le chaos. Le 13 décembre 2003, Saddam Hussein est débusqué dans sa cachette près de Tikrit. Il sera exécuté par pendaison 1 an plus tard. Pourtant, aucune arme de destruction massive n'a été retrouvée en Irak. Alors, qui a menti? La CIA a plaidé coupable. Les informations collectées n'étaient pas solides. Les analyses bâclées et les conclusions fondées sur des hypothèses erronées. Le résultat, affirme un rapport officiel d'enquête publié en 2005, a été l'une des faillites du renseignement les plus préjudiciables de l'histoire américaine. Mais la communauté du renseignement n'est pas seule en cause. En février 2011, un certain Rafid Ahmed Alwan Al-Janabi révèle dans une interview dans un quotidien britannique qu'il est à l'origine de cette vaste intox. Proche des services secrets américains, Curveball, c'est son nom de code, affirme avoir tout inventé pour convaincre les États-Unis de renverser Saddam Hussein. Colin Powell sort de sa réserve et demande que la CIA et le Pentagone lui expliquent pourquoi il lui avait transmis des informations erronées. Mais pourquoi donc l'Amérique de George W. Bush a-t-elle envahi l'Irak? Dans son livre « Le temps des turbulences », paru en 2007, Alan Greenspan, qui dirigea la réserve fédérale de 1987 à 2006, n'a pas hésité à dire tout haut ce que tout le monde sait. L'un des grands enjeux de la guerre d'Irak était le pétrole. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, mercredi, à 19h.